Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Alicia. Bonjour à toi, comment ça va? Bonjour Géraldine, ça va très bien, je te remercie et merci de m'accueillir aujourd'hui. Avec grand plaisir. Cette saison, dans Tuba, on parle de retrouver du sens, du souffle et du cadre, notamment dans son business. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui, Alicia, et de venir nous parler de ta vie d'accompagnante de profil atypique HPI et de formatrice. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour les gens qui ne sont pas du tout familiers avec ces mots? Oui, bien sûr. Alors, j'ai d'autres casquettes, mais on va rester sur celle-là déjà pour la présentation. Ouais. Les profils neuroatypiques, on va dire, c'est toutes les personnes qui vont avoir un mode de fonctionnement neuronal un peu différent, qui vont avoir peut-être des troubles du neurodéveloppement, ce genre de choses. Et donc, il y a plein de caractéristiques autour, et notamment une sensibilité certaine qui vient un peu embêter ces personnes dans leur quotidien. Et donc, j'aime beaucoup accompagner ces profils à se sentir bien. Donc ça va être sûrement la partie profil neuro A. Et après, en parallèle, j'ai évidemment un organisme de formation avec de super formateurs, formatrice en école de commerce, et je fais plein de trucs, du bilan de compétences, voilà. Tout Trop ce qui bien. touche à l'individu. Ouais, c'est ce que j'allais dire à l'humain. Exactement. Ça fait longtemps que tu fais ça? Oui, ça fait 5 ans, hein, depuis Covid. Ok, tu fais partie de ces gens qui faisaient autre chose avant et qui ont fait un switch de Covid ou tu t'es lancé directement Le Covid a été là à ce moment-là, mais c'était pas lié au Covid. Ouais, J'étais dans le domaine des ressources humaines depuis toujours, hein. Je suis une ancienne et encore chasseuse de tête en ingénierie informatique. Et c'était plutôt le côté salariat que je ne voulais plus. J'avais envie de me créer quelque chose, de me créer et de créer quelque chose qui me ressemble pour aider les autres. Et je me retrouvais plus trop dans le rythme d'un cabinet de recrutement. ok, très clair. Donc tu t'es mise à ton compte et dès le départ, t'as été vers ces offres-là et vers ces profils-là ou tu t'es un peu cherché c'est toujours intéressant, tu vois, de savoir un peu les Ouais, prémices, le comment ça parcours. démarre, etc. Ouais, Au début, j'ai énormément de chance. J'ai rencontré quelqu'un de super qui m'a fait confiance sur de l'accompagnement de bilan de compétences. Donc vraiment, d'accord. j'avais cette casquette bilan de compétences où tu peux accompagner tout type de profil. Mhm. Et ça m'a énormément fait grandir. Et donc, en parallèle, je faisais de l'enseignement en école de commerce. Donc, je me suis d'abord lancée à mon compte pour générer du chiffre d'affaires et en parallèle, je montais ma partie accompagnement HPI parce que je n'étais pas encore certifiée en tant que coach. D'accord. Donc ça a été des étapes importantes, hein. J'ai plusieurs certifications, mais notamment 2. J'interviens sur l'entreprise, donc coach d'équipe et d'organisation, et coach individuel sur vraiment la personne. Et donc, grâce à cette casquette, j'ai pu proposer ces offres-là. Après, j'ai toujours fait beaucoup de sous-traitance en coaching, et notamment sur des profils neuro. D'accord, ok. C'est intéressant de voir en effet le parcours et puis la manière, Oui, le puzzle qui se construit petit à petit en disant bah, au départ c'est bilan de compétences et puis sans doute le fait on de fait toucher des toujours. profils, ouais, c'est ça, mais le fait de toucher des profils différents qui te font aussi potentiellement aller vers bah, des publics spécifiques et que tu Mm. dois apprécier si tu continues de travailler avec eux. Ah, j'adore. C'est mes profils préférés. Trop bien. Dans cet épisode, on parle de comment arrêter de comparer son business à celui des autres, qui est un vaste sujet quand on est entrepreneur. Et clairement, oui. Et on parlait un peu de ton parcours. Je pense que c'est un sujet qui revient un peu partout dans le parcours. C'est-à-dire qu'au démarrage, ça peut être beaucoup ah là là, comment est-ce que je trouve mes premiers clients parce qu'un tel a l'air d'avoir plein de clients et moi pas du tout. Mais je pense que c'est pas vrai que au démarrage. Je pense que tout au long de la vie en fait de l'entrepreneur et d'un business, il peut y avoir des moments. Et on reviendra sans doute là-dessus aussi, de panique et de comparaison élevée, voire excessive. Donc, c'est pas Complètement. forcément réservé aux débutants. Non, pas du tout. Et
Enfin non, pas du tout. Parce que comme tu disais, on se compare et au final, il y a plein d'événements extérieurs qui ne nous appartiennent pas, comme le Covid, comme tu disais tout à l'heure. Et finalement, ben, à ce moment-là, on peut se dire, mince, moi, j'étais dans un secteur d'activité qui nécessitait d'être en présentiel. Ouais. Et cette personne a fait carton parce qu'en fait, le Covid lui a apporté plus de business. Voilà. Donc en fait, ça dépend de plein de choses. Absolument. Et c'est ce qu'on va débunker aussi un peu, sans doute, c'est aussi les critères et finalement son propre point de vue par rapport à la situation de l'autre, qui est pas questionnable, mais qui forcément peut parfois déstabiliser et c'est ça qui est intéressant aussi de voir. Pour rentrer dans ce sujet-là, en tant qu'accompagnante, toi, tu dois souvent, je pense, en entendre parler, en fait, de cette histoire de comparaison. Est-ce que tu arrives à savoir finalement qu'est-ce qui fait que, et pourquoi on se compare, en fait? Pourquoi on arrive, tous, à un moment donné, à cette logique de comparaison? Je vais donner vraiment mon avis. Ouais. Mais je pense qu'il y a énormément de facteurs. On est déjà dans un pays qui a cette facilité de jugement et pointer du doigt sur la réussite des uns et des autres, Mmh. avec une grande part de jalousie. Euh, Si on prend des pays anglophones ou tu vois, les US, etc., où c'est vraiment très business, récompense, réussite, c'est bien. Il va pas y avoir autant de compétition. Mmh. En tout cas, sur les personnes que j'ai pu rencontrer. Il va y avoir déjà ce premier aspect pour moi, et ensuite il va y avoir la personnalité de chacun. Mais ça, je pense qu'on y rentrera un peu plus dans le détail après, mais on va avoir une facilité à se, à se comparer, surtout quand on a quelques problématiques liées à l'estime ou la confiance. Ouais, OK. C'est intéressant ces deux facteurs, en fait, que tu viens d'évoquer. Tu parlais du pays et finalement de ce que j'entends ou ce que j'interprète derrière, peut-être c'est, au-delà des croyances, c'est aussi peut-être l'éducation et la manière dont on grandit. Au moment où on enregistre cet épisode, c'est la semaine de la rentrée et j'ai vu passer, un article cette semaine qui disait que, en France, à l'école, on tuait ou on essayait de limiter au maximum, en fait, les fautes, les erreurs, en disant que, finalement, on les considérait comme des choses négatives, alors que, Ouais. notamment dans l'environnement scientifique, c'est précisément ce qui fait qu'au bout d'un moment, les scientifiques arrivent à des découvertes majeures, le fait de se tromper Mhm. et de réajuster, en fait, au fil de l'eau. Et du coup, quand je t'écoute, ça me fait faire le lien avec, cette logique, scolaire, d'éducation et potentiellement de croyance et de se dire finalement la comparaison, c'est peut-être que quelque chose qu'on a en nous ancré depuis, très longtemps, en tout cas en France et Mm. qui, bah, ressort, sans doute à différents moments de la vie, et peut-être de manière plus prégnante au moment où on est entrepreneur, en fait. Totalement. Là, je partage totalement ce que tu dis. On va avoir toute cette dimension, on va dire, de mœurs, de pays, mais on a aussi l'environnement personnel, de comment on a grandi et qu'est-ce qu'on en fait après. Donc, on parle de croyances, on va dire, un peu plus globales, les mœurs, Mmh. et on a nos propres croyances limitantes qui vont venir nous embêter dans notre quotidien d'indep. Absolument. Est-ce que toi, tu as déjà vécu cette histoire de comparaison, en fait? Évidemment, moi je suis dans un secteur multiconcurrentiel. Donc évidemment, si, bien sûr. Ouais, OK. Est-ce que tu peux nous raconter un moment où tu te serais dit, «OK, là, une prise de conscience, en fait, de, là, je suis en train de me comparer et finalement, je vois que c'est pas la bonne chose à faire pour moi». Oui, alors j'ai déjà c'est pas tout à fait une réponse directe à ce que tu me demandes, mais ça fait un peu le lien avec les croyances. Mais tu vois, par exemple, quand je me suis lancée, j'ai rencontré un expert comptable lambda pour avoir un peu des conseils sur qu'est-ce qu'il fallait que je génère comme chiffre, etc. Comment ça se passe la fiscalité. Et en fait, tout de suite, il m'a mis un montant en tête et ça a été un peu, tu sais, cet objectif ultime à Le obtenir. Graal. Ouais, voilà. Et quand je voyais que j'en étais loin au début, bah normal, je partais de zéro. Et ben c'était, tu sais, c'était hyper frustrant. Au lieu de me dire, un peu comme si tu disais, ah, c'est trop bien, je vais générer peut-être 10, 20, 30, 40K en X mois, j'étais trop fière de moi, etc. Mais au final, je me disais, oh, j'en suis à X euros de mon Ouais. objectif. Je suis toujours pas là où, je Voilà. suis censée être, entre guillemets, quoi. Exactement. Censé être, t'as exactement soulevé
soulevé le point et c'est ce qui m'amène à la deuxième partie de réponse, que on peut se comparer, notamment sur ah bah tiens, lui je l'ai rencontré, on bosse dans le même campus, donc on fait le même job, sauf qu'on n'a pas les mêmes missions, on va dire, parce que moi je suis plus sur la partie RH, cette personne était peut-être plus sur la partie, on va dire, communication marketing que je ne gère pas. Ah lui il fait 10K par mois, moi j'en fais 3 quoi, mince. Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il a de plus que moi ou de moins ou qu'est-ce qui est différent? Et il y a plein de choses. Et tant mieux. La réponse, ce n'est pas un mot, hein. Spoiler alerte. Voilà, complètement. Et tant mieux en fait, parce Mm. que comme tu l'as très bien dit, ce qu'il ne fait pas, je le fais, par exemple. Alors c'est vraiment un exemple que je donne, hein. Et ce que moi je fais, il ne le fait pas. Et au final, c'est ce qui fait nos forces respectives. Ouais. Et, et aussi notre écart d'année d'expérience, parce que ça, je te parle de ça, c'était peut-être il y a ma première année, quoi. Oui. Oui, tout à fait. Et ce truc d'écart d'année, c'est souvent un facteur, c'est-à-dire qu'on va souvent regarder quelqu'un d'autre en disant là là, cette personne fait. Alors le chiffre d'affaires, c'est quelque chose de très cristallisant parce qu'on a l'impression que c'est très factuel et que tout le monde parle du SMIC, LinkedIn, du chiffre d'affaires à atteindre, voilà, ce qui évidemment en fonction des vies de chacun n'est absolument pas du tout ni limpide ni une cible à atteindre parce que ça veut absolument rien dire en fait. Ça dépend de plein de choses. En soi, le chiffre, selon le statut de la société qu'on a, c'est pas du tout le même en termes de chiffre d'affaires et de ce qu'on a à la fin. Bref, il y a plein de choses il y a plein de raisons en tout cas pour lesquelles ce chiffre-là, c'est pas une bonne idée en fait de se Non, fixer là-dessus. et en plus, le chiffre d'affaires, enfin, en tout cas, en mon sens, ça veut rien dire parce que si une personne a besoin de 500 euros pour vivre et être épanouie, elle n'a pas besoin de faire 1 million de chiffre d'affaires, en fait. C'est ça, absolument. Donc, Et au-delà de ça, il y a ce truc, t'en parlais du timing en fait, de se dire je oui. me compare avec la personne d'à côté qui fait tant de chiffre d'affaires ou qui a tant de personnes quand elle fait une masterclass ou voilà. Alors que cette personne, on est en train de comparer son jour, et tu le disais, notre jour 1, 5, quand on est au tout démarrage, avec une personne qui fait peut-être ça depuis 3, 5 ans, ou qui en parle. Et je pense que les réseaux sociaux exacerbent ça aussi, de mettre en avant en fait la réussite, mais sans parler de ce qu'il a fallu faire avant pour arriver à ça. Et donc on a l'impression que le jour 2 de cette personne, en fait, il fait 300K en 25 secondes. Alors qu'en fait, il s'est passé des années de fail, des années de choses réajustées, des années de questionnement, etc. Et donc, il y a aussi ce danger de temporalité, de se dire finalement, on essaye de comparer des choses qui ne sont pas comparables parce que on parle d'un business qui a 6 mois versus un qui a plusieurs années, par exemple. Ne serait-ce que dans ce qu'on peut potentiellement proposer. Là, j'ai pris l'exemple d'une personne en com market. Moi, j'en le Mm. propose pas du tout. C'est peut-être que lui, un contrat va rapporter 50K. Moi, C'est pour faire ça. 50K, il faut que je fasse 10 contrats. Enfin, c'est Ouais, incomparable. c'est ça, absolument. Et les réseaux sociaux, je suis entièrement d'accord. C'était un des points que je voulais évoquer aussi. Parfait. Écoute, merci pour la transition du coup. Là, l'idée, ça va être de rentrer un peu dans les mécanismes de la comparaison. Et je pense que les réseaux sociaux peut-être peuvent être une bonne mise en pratique et une manière pragmatique de voir les choses. Mais avant ça, toi, dans ton rôle de coach, d'accompagnante, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe en fait dans notre tête? Tu parlais tout à l'heure d'estime, de confiance en soi. Qu'est-ce qui se passe en fait en nous, dans notre tête, quand on commence à se comparer aux autres? Donc on commence à comparer son business et le business des autres. Ça n'a jamais du positif très longtemps. En fait, il va y avoir plusieurs types de profils, plusieurs types donc de réactions face à l'émotion. Une émotion, un comportement. Et il y a des personnes qui vont se dire, ah, lui, il a fait 100K, ça va pas du tout. Moi, j'y vais tête baissée, je veux faire 100K avant décembre. Donc, il va y avoir ces profils où ils vont avoir tendance à aller s'épuiser. Mhm. Donc là, ça va être peut-être sur du plus long terme. Et des personnes qui vont réagir de manière un peu plus par tristesse, envie de lâcher, d'abandonner, sans vraiment le faire, parce qu'on se dit on veut pas complètement lâcher, c'est notre bébé. Mhm. Mais on va s'épuiser et moralement, on n'aura plus cette âme qu'on avait pour pouvoir avancer. Ok, Donc, il y a quand même plusieurs comportements qui ressortent. c'est ça. En fonction de qui on est et de ce qu'on disait aussi tout à l'heure, de son histoire, son éducation, C'est etc. ça, Potentiellement, on va pas tous réagir de la même manière. exactement. Et donc, c'est Ok. ce qui se passe en général, voilà.
l'estime, la confiance, l'ego, beaucoup. Qu'est-ce qui se passe avec l'ego? Et ben, ça va dépendre. Il y a des personnes qui vont très très mal prendre qu'un ou une concurrente ait réussi quelque chose, remporter un appel d'offres, enfin, peu importe, hein, le sujet n'est pas là-dessus en fait. Ça va vraiment être de comprendre pourquoi ça a pu agacer ou déstabiliser la personne qui a vu le succès de l'autre. Ok. Donc là, la réaction, en tout cas, ou si on arrive à prendre du recul, c'est plus d'aller creuser quelque part. On viendra après hein, sur les solutions, mais c'est plus d'essayer de comprendre en fait pourquoi ça nous agace ou pourquoi il y a une émotion particulière face à cette information sur le concurrent, la concurrence, etc. Pour tirer la pelote quelque part et essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer finalement au-delà de le chiffre est plus gros que le mien, si je le grossis le trait. C'est ça. Voilà, vraiment, on va commencer à rentrer dans les solutions, mais oui, Ouais, effectivement. ok. Avant de rentrer dans les solutions, on disait tout à l'heure que c'était quelque chose qui potentiellement pouvait revenir, un peu en mode boomerang ou en mode cycle, on peut dire ça comme ça. Est-ce que pour toi, il y a des périodes, on parlait beaucoup du démarrage, parce que je pense que c'est une période de doute hein, pour tout le monde, je suis en train de lancer, est-ce que vraiment je vais dans la bonne direction, est-ce que je fais les bons choix, etc. Mais est-ce que pour toi, il y a des périodes qui sont plus propices en fait à la comparaison et au fait de vouloir des fois, on va pas forcément chercher soi-même la comparaison, mais le fait de scroller sur les réseaux, et cetera, on se met aussi en situation de voir ce qui se passe à côté et donc en difficulté potentiellement de comparaison à un moment ou à un autre. Donc est-ce qu'il y a des vagues, ouais, ou des périodes particulières selon toi qui sont à risque? En plein de réponses. Oui, il y a quand même des étapes, je dirais, on va dire plutôt pratico-pratiques ou pragmatiques dans la vie d'une entreprise où on va voir les premiers chiffres d'affaires, les premiers clients. Après, on n'a plus le temps, donc il faut embaucher. Là, ça devient compliqué. Enfin, il y a ces steps qui sont quand même un peu délicats et qui peuvent aussi ramener à la comparaison de moi j'ai embauché 2 personnes, je m'en sors pas, je sais pas manager, alors que telle entreprise, ils sont 3000 salariés et ça le fait. Mmh. Enfin, j'extrapole volontairement, mais Ouais. en tout cas, il y a cette comparaison qui peut naître. Et je dirais aussi que ça va dépendre de l'état du dirigeant qui peut venir créer un cycle. Si par exemple le dirigeant va avoir de la saisonnalité dans son business, Mmh. on sait qu'en saison haute, il va y avoir beaucoup de travail, beaucoup de charges, de la fatigue, etc. Et c'est un peu dans ces moments où on est un peu plus fébrile, où on est moins costaud, on va dire émotionnellement, ce qui permet de dire: «Oh, ouais, lui, là, il est à Dubaï, il réussit trop bien, pourquoi pas moi?» Alors qu'au final, on s'en fiche, on va pas vivre à Dubaï et Ouais, c'est ça, c'est et que ça et que notre 3 mois vie, plus elle tôt, nous va ça nous aurait rien fait en fait dans l'absolu, la même information serait passée complètement, 3 jours plus tôt même s'il c'est faut. ça, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que finalement enfin, c'est un peu comme dans la vie en fait, quand, tu es fatigué, tu pas bien dormi et ou que tu es en train de prendre des décisions importantes, dans ta vie sur, tel ou C'est tel ça. sujet, tu es potentiellement plus fébrile et donc il y a des choses qui d'habitude ne te touchent pas, qui vont là, te toucher plus et donc avoir plus d'impact sur toi. C'est un peu la même logique, en fait sur son business. Oui, oui. Donc on y reviendra, mais mini alerte entre guillemets de, s'il y a des choses qui sont en train de se passer, où ça bouge et où déjà on sent que ça secoue, a priori, ça va être un moment où on va être, plus susceptible d'être, attiré ou en tout cas, de subir de la comparaison et des choses qui vont peut-être accentuer, ce qui était déjà pas très confortable au départ, quoi. C'est ça et puis les réseaux, on en revient, mais pour moi, c'est une très belle vitrine pour les entrepreneurs, pour tout le monde et cetera, c'est les créateurs de contenu, c'est top ce qu'ils font, mais évidemment, il faut pas oublier, comme tu disais, ce qu'il y a eu avant. Là, c'est la partie émergée de l'iceberg uniquement. Mmh. Ouais, bah, on montre que ce qu'on veut bien De ce montrer qu'on veut donc montrer, ouais. mmh, c'est ça. D'accord. Avec les clients, les gens que tu accompagnes, est-ce qu'il y a des phrases, typiques que tu entends quand, ces personnes tombent, justement dans la comparaison? Juste qu'on puisse, tu vois, si, les personnes qui nous écoutent sont Stigmatisé. en train de se dire ce genre de choses ou, voilà, que ça puisse, faire des petits drapeaux français, pour se dire: «Ah tiens, c'est» voilà. Oui, il va y avoir, je pense qu'on en a déjà cité pas mal, hein, mais c'est souvent, «Ah moi j'ai pas fait, ce chiffre d'affaires» ou «Je voulais ce client, je l'ai pas eu», «Regarde cette personne, elle a même pas encore fini sa formation, qu'elle a déjà, 300 K d'abonnés sur Instagram».
Voilà, ça va être une comparaison qui n'est pas toujours, comment dire, palpable. On ne connaît pas l'envers du décor. Alors, on parle des réseaux, mais pas que. Parce que quand on va rencontrer un entrepreneur, la personne, elle va se dire, oui, il faut que je fasse bonne figure, oui, je vais bien, etc. Mais on ne sait pas s'il faut, c'est une personne qui n'a pas dormi de la nuit parce que son bébé est malade, qui est hyper fatigué et qui ne voulait pas aller à cet événement, mais qui l'a fait parce qu'il fallait y aller et elle a passé son temps, il ou elle, hein, je dis elle parce que je suis une femme, mais a passé son temps à se comparer sur l'attitude, la tenue, la posture, oh là là, cette personne parle très bien en public, moi je sais pas faire ça, et aller s'auto-flageller sur un manque de compétences ou de connaissances. Mm. Oui, donc c'est important de... Ce que tu dis, c'est le recul entre ce qu'on voit, ce qu'on entend, et qui n'est pas forcément la réalité, en fait, en soi. Voilà, c'est jamais la vraie vérité tant qu'on vit pas avec la personne. C'est ça. Donc, on n'est pas dedans. Même pour soi, des fois, on a du mal à saisir si c'est le cerveau qui est en train de nous raconter quelque chose ou si c'est vraiment la vérité. Donc, d'autant plus quand c'est d'autres personnes et qu'il peut y avoir plein de filtres entre ce qui est en train de se dire et d'autres choses qui se jouent sans doute aussi dans l'échange qui est en train de se passer quand il y a un Ouais, échange. Ouais. ouais, c'est ça. Ouais, la perception de la réalité. Absolument. On va voir maintenant comment savoir repérer les signaux. Là, tu nous disais les phrases en fait qui potentiellement peuvent nous faire se dire ah tiens il se passe quelque chose ou je suis en train de tomber dans cette logique de comparaison. Euh, Au-delà des phrases ou de ce qu'on peut se dire, est-ce que toi tu dirais qu'il y a des signes en fait qui nous feraient dire que ça y est on est en train de tomber dans cette logique de comparaison? Des signes physiques, des signes, enfin voilà, et que la comparaison prend beaucoup de place. La fatigue, déjà, je dirais que c'est un des facteurs premiers. Mmh. Je fais une toute petite parenthèse. Je suis secouriste en santé mentale et en général, quand je vois des personnes qui ont une santé mentale qui est amoindrie, c'est souvent ça. OK. En tout cas, c'est souvent lié à ça je veux trouver ma place dans ce monde où les autres sont parfaits, sauf qu'on le sait pas. Oui. Et il va y avoir cette volonté d'acharnement, de continuer et une fatigue extrême. Et pour aller un peu plus loin, je dirais un manque de discernement ou de prise de recul sur soi. Mmh. Et ça, j'ouvre un peu pour après. Ouais. Et, mais en tout cas, ce manque de recul est très très souvent lié à la tête dans le guidon. C'est-à-dire que il faut que je sois parfait. Alors enfin parfait. Il faut que je fasse, par exemple, comme cette personne que je compare, parce que bah, maintenant elle est sur aussi TikTok, donc il faut aussi que j'aille sur ce réseau social, où elle vient de proposer l'entreprise concurrente un nouveau service, donc il faut absolument que je le propose aussi. Sauf Mmh. qu'en fait, je fais déjà 90 heures, que pour proposer une nouvelle offre, il faut pouvoir avoir l'esprit clair, raisonner, prendre du temps, travailler la chose. Et souvent, ce que je rencontre sur l'attitude, en tout cas, c'est que à ce moment-là, les personnes ne sont pas forcément en capacité de le faire, mais elles y vont quand même. Et Ouais. c'est compliqué. Et c'est là que ça se complique Et potentiellement. c'est là que ça se complique. C'est ça. Donc au-delà de la comparaison, c'est-à-dire de, déjà réceptionner l'information, la traiter et se dire: «Oh là là, je me mets en position inférieure par rapport à cette personne, la concurrence» et cetera. Dans ce que tu dis, tu parles de prendre la décision de créer un canal de plus, par exemple, si c'est quelque chose de marketing, de prendre la décision de créer une offre et cetera. Donc c'est activer quelque part des actions, en réaction à ce qu'on vient de traiter comme information, de: «Il se passe ça, en dehors de moi donc je réagis». Est-ce que ces comportements, en fait, c'est pas des comportements justement camouflés? Si on prend à l'inverse, c'est-à-dire que le fait de faire un nouveau lancement, une nouvelle offre et cetera, est-ce que, si on détricote ou changer son positionnement, si on détricote, parfois ça vient pas d'une comparaison au démarrage qui a fait qu'on a pris des décisions, en fait, quelque part dans son business, qu'on n'avait pas envie de prendre, mais qu'on a pris parce qu'on s'est dit: «I c'est ce qu'il faut que je fasse». Aussi, clairement, ça peut arriver, effectivement, ça dépend. Mais oui, oui, bien sûr, ça peut avoir un impact en fonction on en revient à ce qu'on disait au début, en fait. Ouais, En ouais, ouais. fonction de comment on se sent, de qui on est, pourquoi on fait ses choix. Ouais. Mmh. Après, dans ce que tu dis, il y avait, en fait, il y a souvent cette notion de «il faut».
Et quand on se dit il faut que je crée cette offre, etc., et qu'il y a beaucoup de il faut qui reviennent quelque part, tu parlais tout à l'heure de prise de recul, c'est peut-être là que c'est intéressant aussi de se dire il faut quoi en fait, parce que si je suis à mon compte, c'est moi qui prends les décisions et qui décide de faire ou de ne pas faire. Et donc quand je suis en train de me raconter il faut que, en fait, c'est qui dit qu'il faut faire ça ou ne pas le faire en fait. Mm, Et alors quand on est dans la comparaison, c'est pas forcément là qu'on a le plus d'espace et de capacité à prendre ce recul-là. Mais je me dis en point d'alerte, quand on commence à se dire: il faut que», potentiellement, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de glisser vers, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire, mais je le fais parce que j'estime que c'est ce qu'on attend de moi, en tant que chef d'entreprise, en tant que, voilà, que plein de choses, et que potentiellement c'est une alerte en soi, le «il faut». totalement. Totalement. Là, tu viens en fait reboucler la boucle de démarrage sur les croyances. La croyance il faut existe réellement. De ce qu'on attend de moi, de ce que je veux qu'on voit de moi, etc. Et donc, comme tu le dis, la prise de recul dans ces moments-là est difficile. La prise de décision, je le fais ou je ne fais pas en tant que dirigeant. Des fois, c'est bien de tester. Enfin, je veux pas dire que c'est parce qu'on est fatigué, parce que on a vécu des choses difficiles, etc., qu'il faut arrêter l'action et ne pas prendre de décision, ne pas lancer de nouvelles activités. Bien Mmh. au contraire, parce que des fois, dans l'émotion, ça peut le faire. Enfin, voilà, Oui. il y a pas de règle parfaite, mais effectivement, le il faut est important à questionner. J'aime beaucoup cette idée. Si on rentre, du coup, dans les solutions, puisque depuis tout à l'heure, on essaie de voir un peu de creuser sur, finalement, comment je me rends compte que je suis en train d'entrer dans ce schéma-là, comment ça se manifeste, et cetera, et qu'est-ce que ça peut me faire faire, que j'ai pas forcément envie de faire. Mais donc quand on prend conscience qu'on est dans ce schéma, en fait, de comparaison, qu'est-ce qu'on peut faire, concrètement pour, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai hâte pour en sortir, mais peut-être que c'est pas ça la 1re, étape. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on se rend compte que, bon, bah, ça y est, je suis en train de me comparer? Déjà, quand la personne se rend compte qu'elle est en train de comparer, c'est que c'est déjà une super étape. C'est un super pas en avant parce que, en fait, pourquoi on se compare? Ça peut être intéressant de se demander qu'est-ce qui vient nous faire, qu'est-ce qui nous intéresse dans cette comparaison, en fait? Est-ce qu'on veut à tout prix aller combattre Google ou est-ce que on a juste envie d'être épanoui et de faire des choses comme nous on a envie? Enfin, voilà. Il faut essayer de comprendre, je dirais, enfin, pas il faut, mais c'est intéressant d'essayer de comprendre ça. Et pour moi, le plus important, c'est en solution, c'est d'apprendre à se lire et se comprendre. Mmh. La connaissance de soi est vraiment la clé dans sa réussite parce qu'en fait, on parle de cette comparaison. On va être très très exigeant en tant que dirigeant envers nous, envers nos clients, envers notre marché, nos prestataires, mais surtout envers nous. Et on reste des personnes. Chaque personne va être une personne de talent avec un talent qui lui appartient. Un ou des talents, bien sûr. Quand on est indépendant, on se lance dans une activité et si on reste seul, on se donne l'obligation d'avoir une multitude de casquettes et dans lesquelles on exerce pas forcément, on excelle, pardon, pas forcément. Et donc c'est là où on en vient à aller dans la comparaison. OK. C'est Donc, le fait qu'il y a un décalage quelque part entre nos exigences et ce qu'on attendrait et de nos résultats compétences. et nos compétences et qui potentiellement peut être, comblé par la comparaison de dire: «Ah bah voilà, bah en fait je m'attendais à faire ça, c'est pas du tout ce que je fais, évidemment j'y arrive pas, évidemment je suis nulle» et cetera, Exactement. C'est OK. je dois faire un flyer parce que je sais que je vais faire des cartes de visite parce que je sais que je vais sur un salon. Je n'ai pas envie de déléguer cette tâche. Je passe 3 jours à faire ma carte de visite pour qu'au final, ça ne me plaise pas du tout. Et donc je vais me comparer, ah ouais, bah, cette personne, elle a fait des super cartes de visite, ça va tout donner, quoi. Et puis je suis sûre que ça lui a pris 5 minutes, Et donc on est dans plein de préjugés, de suppositions, qui sont ouais. complètement infondées. Mmh. Oui, j'ai Et donc commencé d'ailleurs par «je suis sûre que», donc j'en sais rien en vrai. exactement, Mmh. exactement, exactement. Et donc ce côté multicasquette est important à prendre conscience, Mmh. pour un début de solution, pour se dire: «OK».
Alors peut-être que je suis pas compétent là-dedans, mais j'ai envie de le devenir, donc je vais prendre le temps qu'il faut pour arriver à mon niveau d'exigence. Ou je n'ai pas envie, j'ai pas le temps parce que j'excelle dans tel domaine et donc je reste dans mon domaine d'excellence et donc pour briller. Un coiffeur, demain, il veut se lancer sur les réseaux. Bon, je reste beaucoup sur les réseaux parce que c'est quand même quelque chose de très tendance, mais Ouais. un coiffeur, il va exceller, ça va être le meilleur visagiste de la région, il va avoir énormément de clientèle, mais en fait, s'il est connu que dans son secteur et il aimerait développer, bah, ça lui demanderait beaucoup de temps de formation pour des réseaux, les codes des réseaux, comprendre l'algorithme, etc. Bah, cette personne, est-ce que elle va être en capacité d'aller se former, d'avoir le temps, l'énergie, l'envie ou pas? Et donc à ce moment-là, c'est là où on peut se poser des questions sur les solutions et aller taper à la porte d'experts dans le domaine pour déléguer. D'accord, ok. Dans les propositions ou les pistes éventuelles, pour toi, il y a le fait de se connaître mieux et tu as dit connaître ses talents, c'est-à-dire potentiellement savoir sur quoi s'appuyer, voir quoi développer encore plus. Parce que souvent on dit, les talents c'est bien, on les connaît et puis, comment on développe le reste. Mais parfois c'est intéressant aussi de continuer de développer ses talents. C'est pas parce que c'est un talent qu'on est arrivé au climax du truc qu'il est pas, développable. Donc dans les pistes, toi tu parles de ça, de cette connaissance de soi, des talents, et de potentiellement se poser la question, après en fonction des besoins de soi, de son business, au regard de ses talents, de se dire: «Bah, est-ce que si j'ai besoin de ça pour développer le business ou j'estime qu'il y a besoin de ça pour développer le business, je ne l'ai pas. Est-ce que je délègue? Est-ce que je me forme?» Enfin, qu'est-ce que je fais en fait, de ce gap, oui, entre, où Mmh. je suis aujourd'hui et potentiellement, où j'aimerais être demain, où j'aimerais amener mon business demain? Ouais, c'est exactement ça, tout à fait. OK. C'est hyper important. Tu parlais de réseaux sociaux, enfin, on en parle depuis tout à l'heure. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de me désabonner de comptes parce que c'était trop, en fait. Je sentais, que quand je voyais passer les stories de ces gens-là, ça générait des trucs, assez désagréables en termes d'émotions chez moi. Et donc ça m'est arrivé plein de fois déjà de m'en rendre compte et de me désabonner en disant: «Je La personne a l'air très sympa, mais juste, en fait, c'est pas possible, j'arrive pas à le gérer». Et pour en avoir discuté avec, d'autres, entrepreneurs, notamment dans des bootcamps, des logiques de mentoring et cetera, c'est quelque chose qu'on a parfois du mal à faire. En fait, de se dire: «Bon, bah, à la fois je me rends compte et je me coupe, en fait, de ça pour Mmh. arrêter de continuer à alimenter ce truc». Je te vois sourire, alors on est dans un podcast, vous ne le voyez pas du coup, mais vous ne vous ne voyez pas le sourire d'Alicia. C'est un truc qui te parle, que tu as déjà entendu ou que tu as déjà vécu aussi? Oui, oui, complètement. Complètement, complètement vécu, je pense très certainement, aujourd'hui, j'ai quand même une facilité à couper assez vite quand, je sens que c'est pas en accord, pour X raisons, parce que tu n'as pas donné la raison, mais en tout cas pour X raisons. Et oui, on en reste dans la comparaison, les réseaux, c'est très énergivore. Alors, en fonction de la raison du pourquoi ça vient nous déranger, je sais pas qui de se faire du mal. Oui, c'est ça. Mais parfois, une des options, c'est aussi une des pistes, c'est juste de débrancher, en fait. Ou de se ralentir, parce qu'on sait que potentiellement on va avoir de la facilité à se comparer et cetera, et donc de ralentir ce processus en se disant: «Bah, j'enlève, le profil de la personne ou j'enlève l'accès à tel réseau social», parce que je sais que quand j'y vais, ça me met plus en difficulté qu'autre chose. Et finalement le cerveau est aussi bien fait quand il y a des «obstacles» entre Complètement. guillemets à aller vers telle ou telle chose, bah, du coup il y va plus et finalement ça peut aussi être une piste à expérimenter. Depuis tout à l'heure, tu parles aussi pas mal du fait d'expérimenter, et ça veut pas dire qu'il y a des réponses, qui soient automatiques ou qui fonctionnent, qui marchent pour tout. Mais le fait d'expérimenter, en se disant: «Bah, dans telle situation, si je fais ça, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que je sens que ça me fait du bien ou est-ce qu'au contraire je sens que ça creuse un peu, cette comparaison?» Ça peut être aussi une piste intéressante de se dire: «Bah, est-ce que, oui, je sens que ça améliore en fait la situation ou que ça l'aggrave quelque part?» Exactement. Après voilà, pour moi, c'est tout ce qui est un peu sous-jacent et essayer de comprendre pourquoi ça nous met mal aussi, Ouais. de voir, une personne sur un réseau parce que, comme on le disait et comme on a pu le répéter plusieurs fois depuis tout à l'heure, les réseaux, on montre que ce qu'on veut. Ah. Donc, de se comparer à quelqu'un qui fait que ça, par exemple, parce que c'est un créateur de contenu dans un domaine qui nous appartient aussi peut-être, hein, bah, ça peut nous faire du mal, mais chaque chose en son temps et ça peut être intéressant de se demander ce qui vient nous titiller. Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est de l'envie?
Est-ce qu'on vient embêter notre ego? Est-ce que, enfin, voilà, de comprendre. Ok. Effectivement, la solution de pouvoir couper et d'enlever cette personne de notre contenu peut effectivement nous faire du bien parce que bah, dans tous les cas, on saura qui est cette personne et si on veut de temps en temps aller voir ce qu'elle devient, on pourra. Mais c'est bien de pas se faire de mal, surtout avec les réseaux, parce que ça va très vite. Absolument. Tu parlais de comprendre. Et parfois, en fait, quand c'est soi, c'est pas ce qui est le plus évident à comprendre, hein. C'est pour ça qu'il y a plein de métiers qui existent, des coachs, des psys, voilà, qui nous aident aussi à prendre du recul sur qui on est, sur ce qu'on fait, sur le prisme au travers duquel on regarde plein de choses. Euh, et souvent, c'est inconfortable. C'est-à-dire que je peux être dans cette situation, me dire, bon, a priori, je sais pas, dans tel cas, c'est de la jalousie. C'est pas extrêmement confortable de se rendre compte en tant qu'adulte que on a de la jalousie pour un business à côté, etc. Enfin, c'est quoi les pistes en fait pour nous aider à comprendre au-delà de soi? Parce que quand c'est pas confortable, on peut avoir tendance aussi à se dire oui bon bah je me rends compte que c'est pas très confortable, je le mets un peu sous le tapis puis je passe un peu à autre chose. Spoiler alerte, quand on fait ça, ça revient comme un boomerang tant que ça n'est pas traité. Donc on peut tester, mais ça a tendance à revenir à un moment ou à un autre. Si on n'arrive pas à le faire seul, cette compréhension, comment on fait? Où est-ce qu'on va chercher de l'aide en fait? Auprès de qui? Comment on fait? Comme tu l'as cité, c'est bien de pouvoir se faire accompagner par quelqu'un. Ça peut être des proches, hein, des fois ça peut suffire à certaines personnes, mais des fois d'avoir quelqu'un autour de nous que l'on ne connaît pas, euh, qui va euh, qui va avoir une technicité qui permet à la personne de prendre du recul et de venir un peu se positionner en méta. Cette personne, cet accompagnant, pardon, va permettre de prêter ses yeux, en fait. Je dis souvent aux personnes que j'accompagne, j'aimerais bien que tu te vois avec mes yeux, parce que moi, je vois beaucoup de belles choses. Et quand on a la tête dans le guidon, on ne s'en rend plus compte et on est Mmh. juste aveuglé par la lumière de ceux par qui on se compare, avec qui on se compare, pardon. Ouais. Et donc voilà, de se dire, allez, stop, je freine un coup là. De toute façon, je vais dans le mur parce que de toute façon, je suis plus capable de penser autrement que par la comparaison de Mmh. cette personne, de cette entreprise, de peu importe. Et donc de se dire, on fait un arrêt sur image. Quelquefois, ça peut paraître futile, mais de prendre un week-end, de partir en vacances, de faire des choses qui nous plaisent, qui nous animent, pour un peu se ressourcer. Mmh. D'abord, aller chercher quelque chose qui nous fait du bien, pour pouvoir récupérer suffisamment de force pour dire, allez, maintenant, je me mets face à moi-même et j'essaye de comprendre. Et ça, l'accompagnement de psychologue, neurothérapeute ou de coach, ça peut vraiment aider, quoi. Ouais. Il suffit des fois de pas beaucoup de séances en plus, hein. Ouais, c'est ça, c'est pas forcément quelque chose sur le long terme. Il y a pas mal de gens qui se disent non, je me lance pas parce que ça va prendre du temps et puis j'ai pas envie de creuser plein de choses, etc. Mais parfois c'est aussi en surface entre guillemets et traitable assez facilement ou en tout cas pas sur des années et des années. Donc Non, bien sûr, on après va ça pas peut rentrer ouvrir en plein d'autres théâtre. portes, mais ça c'est un autre sujet. Mais on peut aussi en effet en pas forcément très longtemps ou beaucoup d'accompagnement. Réussir à défricher et du coup à se soulager aussi de ce qui pesait, quoi. Oui, complètement. Ce qu'on appelle en psychologie thérapie brève. Donc ça va être avec des psychologues ou ça va être des séances assez rapides ou un accompagnement de coaching. Le coaching, on est vraiment orienté sur des objectifs et donc des solutions. Donc le but, c'est de justement se dire, bon, bah voilà, aujourd'hui je me compare, j'en ai marre de me comparer. Ça va ouvrir évidemment d'autres portes. Mais le Bien but sûr. n'est pas là de traiter toutes les portes qu'on a pu enfoncer, mais de vraiment prendre du recul sur la problématique initiale. Mmh. Et de pouvoir se dire, bon bah ok, maintenant j'ai les clés, j'y vais. Et puis quand des fois je sens que je fais à l'équilibre, bah, je peux recontacter cette personne pour qu'elle puisse m'aider à refonctionner droit, à remarcher droit. Tout à fait. J'avais parlé de béquilles, c'est exactement ça. C'est exactement l'idée. J'aime beaucoup l'idée de prêter tes yeux. D'abord parce que je trouve ça très, très visuel, enfin ça me parle et ensuite parce qu'on entend souvent en fait les gens qui sont à leur compte de dire, on les entend souvent dire, «Je suis mon pire boss, que j'ai jamais eu». Moi, je l'ai beaucoup été avec moi-même aussi alors que j'étais manager avant et que ça me serait jamais venu à l'idée de traiter mon équipe comme je me suis traitée moi parfois.
Et donc le fait, d'avoir cette idée de prêter les yeux, en fait, et d'utiliser les yeux de quelqu'un d'autre pour se voir, je trouve que ça fait redescendre aussi beaucoup de choses et ça remet, finalement chaque, chose à sa place et une place pour chaque chose, en dehors de son propre prisme et d'être, seul à essayer de démêler ça, en fait. Oui, complètement, Donc complètement. j'aime beaucoup cette idée de prêter ses yeux. Ah bah, je te l'attends. Merci, avec plaisir. Je prends, je prends. Est-ce que toi, dans ton quotidien, il y a des choses, qui t'aident à rester centré sur toi et pas sur ce que font les autres, en fait, sur ce qui se passe autour? Bon, j'avais un grand oui, mais comme tu l'as dit, je suis aussi, moi-même, la meilleure pour m'auto-flageller, la meilleure pour me critiquer, pour, me comparer, on reste des humains. Mais effectivement, il y a des choses qui sont, hyper importantes à venir, caler dans notre quotidien et je suis quelqu'un qui travaille énormément. Là, on va dans les croyances, de l'éducation, de mes premiers jobs où j'étais en grande distribution, donc voilà, Beaucoup il fallait d'heures, envoyer, voilà, c'est ça. beaucoup d'heures et c'est toujours resté et des fois, c'est super parce que je peux mettre, vraiment, cette faculté, dans mon quotidien pour, bah, générer plus de chiffres, pour pouvoir, avoir la facilité de changer de sujet, dans la même journée, par exemple. Mais il faut garder un cap et pour garder ce cap, il faut être conscient de ce qui nous fait du bien. J'en reviens à ça, mais parce que cette soupape de décompression est indispensable à la survie de la santé mentale, de l'individu. Si on fonce tout le temps travailler, c'est je fais un métier que j'aime plus que tout, qui est passionnant, qui m'éclate. J'ai un peu un métier passion, mais c'est pas le cas de tout le monde déjà et en plus, je reviens aux multicasquettes. Il y a des choses que j'aime pas dans mon métier. Je déteste l'administratif, mais il y a personne qui le fait pour moi. Donc il y a des moments, je me prends par la main et je me dis: «Il faut le faire» et quand il y a ces journées où je fais toutes ces tâches que j'aime pas forcément, bah, c'est bien d'aller, voir ailleurs. Évacue. Ouais et pour ma part, c'est le sport beaucoup Mmh. et qui va venir un peu apaiser tout ça. OK. On arrive à la fin de cet épisode. En synthèse, en fait, c'est quand même, très centré, les solutions, autour de cette problématique de comparaison sur la connaissance de soi, de ses talents, de où est-ce que je vais chercher l'énergie, avoir conscience de ce qui va remonter notre jauge, d'énergie, pour pouvoir aller, j'allais dire combattre, c'est peut-être un peu fort et un peu, agressif, mais, pour pouvoir, Surmonter. aller surmonter, ce qu'on a à surmonter, ce qu'il y a à défricher ou à faire avancer et cetera. Donc c'est quand même très centré sur soi finalement et sur cette connaissance de soi, à plein d'égards. C'est ma vision. Mmh. La connaissance de soi est pour moi la clé dans l'histoire puisque on est la personne la plus importante de notre vie. Si on n'est pas là, bah, il y a plus rien et je mettrais quand même un autre, tips, c'est de s'entourer de personnes de confiance et de personnes qui nous lèvent vers le haut. Mmh. Sans qu'elles le veuillent, hein, mais en tout cas qui nous permettent d'avoir ça et un peu, tu sais, ce souffle d'air frais quand on a l'impression de plus respirer. Mmh. Voilà, d'avoir ces personnes qui nous donnent cette sensation dans notre quotidien. Parfait. Cherchez ces personnes-là si elles ne sont pas déjà autour de vous ou Ouais. identifiez-les si vous les avez déjà et que vous l'aviez jamais, conscientisé. Ah non, c'est hyper important. Absolument. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Alicia sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider, inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit, oui, sur les réseaux sociaux, mais pas que. Ça peut aussi très bien être au prochain apéro avec tes voisins. Ou peu importe, ça marche aussi. Absolument. Merci beaucoup, Alicia, d'être venue me parler et nous donner plein de tips dans Tuba. Avec grand plaisir. Vraiment, c'était super, c'est passé super vite. Pour moi aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.